Bonjour, c'est l'heure des mots et débats, votre rendez-vous littéraire. On n'attendait plus que vous. L'invitée que je reçois est sénégalaise, elle est auteure de 9 livres. Je vous présente Fatou Diom. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ça fait plaisir de vous revoir. Il manque du soleil à Paris, mais ça va. Oui. Alors Fatou Diom, voilà, vous avez écrit un dernier ouvrage qui s'appelle Impossible de grandir, édition Flammarion. Mais avant, comme je vous ai dit, vous êtes auteur de 9 livres, vous êtes sénégalaise. Alors les livres que je vais citer, la liste n'est pas exhaustive. Le ventre de l'Atlantique, c'est ce livre qui vous a fait connaître chez Anne Carrier en 2003. Il y a aussi aux éditions Flammarion Ketala, Inassouvi nos vies, et puis aussi Celles qui attendent, le dernier c'est en 2010. Voilà, donc merci Fatou Diom d'être venue nous voir, revenue. Merci. Voilà, commençons tout de suite le face-à-face. Fatou Diom, dans votre livre Impossible de grandir, donc comme d'habitude, l'action se déroule à Strasbourg, là où vous habitez, où vous résidez, et nous découvrons plusieurs personnages. Le principal, c'est Sally, voilà. C'est vous, en fin de compte? Sally me prend beaucoup de choses, elle s'inspire beaucoup de mon expérience. Oui. Et puis aussi, que vous appelez ce personnage, je ne sais pas si c'est un gimmick ou une voix, elle s'appelle la petite. Voilà. Donc en fin de compte, c'est Sally qui est enfant. Oui, donc Sally et la petite entretiennent une conversation. Donc il y a Sally adulte, il y a son double enfant. Oui. Donc la gamine qu'elle a été, elle est là dans sa mémoire, une espèce de petite peste ancrée en elle, et c'est la petite voix qui revient au quotidien. Alors, ce déclenchement de cette petite voix, est-ce que c'est le fait que Marie-Odile, une bonne amie de Sally, l'invite à dîner et Sally déteste aller chez les autres, voilà. Oui, Sally, elle n'aime pas du tout aller chez les autres. Pourquoi? Parce que dès que vous arrivez chez quelqu'un, vous perdez en liberté. Vous n'êtes plus libre de vos mouvements, vous ne pouvez plus décider. C'est quelqu'un qui vous chaperonne. Or, Sally, elle a un très mauvais souvenir de la période de sa jeunesse où elle était souvent chez les gens, où elle ne pouvait pas décider, où elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait de sa vie, où on commandait et elle obéissait. Puis il y a aussi l'indiscrétion. C'est-à-dire que Marie-Odile, c'est une femme assez mondaine qui pense que connaître les gens, c'est fouiller jusqu'à leurs tiroirs les plus intimes. Et elle n'arrête pas de poser des questions sur les parents de Sally, sa mère, son père, son histoire. Or, on a besoin de se livrer petit à petit. Et c'est pour ça que Sally a peur d'aller chez Marie-Odile, parce qu'elle n'a pas envie qu'on l'oblige à fouiller tout son passé, son histoire familiale. Oui. Alors justement, Sally, on dit dans le livre, c'est une enfant illégitime. Les enfants, les adultes, à chaque fois lui rappellent, voilà, t'es une enfant illégitime. Alors justement, qu'est-ce que ça signifie? Alors là, je situe pour les téléspectateurs, nous sommes au Sénégal, dans le petit village de Niodior, c'est ça, Sine Saloum, voilà, et donc nous sommes en 2000, et être un enfant illégitime, ça veut dire quoi pour les téléspectateurs? Et sur la 4e de couverture, j'ai fait mettre une enfant dite illégitime. Oui. Parce que pour moi, on dit que quelqu'un est illégitime. C'est la société qui le dit. C'est un jugement moral, religieux, sociologique, en fait. Mais je considère que toute vie humaine est parfaitement légitime, puisque l'enfant ne demande pas à naître d'une manière ou d'une autre. Oui. Et on n'a pas à faire payer aux enfants les fautes qu'on reproche aux adultes. Et la révolte de Sally, elle vient de là. Ses parents l'ont eu. Ils avaient 18 ans, ils étaient jeunes. Oui. Ils ne trahissaient personne, ne trompaient personne. Ce n'est pas un enfant de l'adultère, c'est un enfant de 2 jeunes gens, pas encore mariés. C'est tout. Et comme il n'y a pas eu les onctions religieuses pour entériner cette naissance, eh bien, elle est indexée, elle est considérée comme un enfant du péché. C'est un jugement moral et religieux. Et être enfant illégitime, c'était quelque chose qui vous condamnait à la honte publique. Moi, je ne l'ai pas eu parce que j'ai eu des grands-parents fantastiques qui m'ont appris à redresser la tête et à dire « je suis là parce que le Seigneur a décidé que je devais être là et j'assume comment je suis là, donc jugez ma vie ». Mais ne me jugez pas à travers mes parents. Et ça, ce sont les grands-parents qui m'ont appris à vivre de cette manière. Mais au jour d'aujourd'hui encore, que ce soit au Sénégal ou dans les pays du Maghreb ou ailleurs où la religion et puis la tradition gardent une forte place, c'est encore très difficile et même tabou de parler de ces naissances-là. Les filles-mères, comme on dit, le vivent mal. Et ces enfants-là ne trouvent pas toujours leur vraie place au sein des familles. Alors donc, Sally est élevée. Alors vous, comme vous dites, vous aviez été élevée par vos grands-parents. D'ailleurs, en première page de roman, c'est vous leur dédiez, leur dédicacez. Tous mes livres. Ouais. Et ce sera pareil pour toute ma vie.
Et on sent qu'ils vous ont apporté une certaine liberté, une fraîcheur de vivre, de combativité. Parce que vraiment, Saliou et Aminata, la grand-mère, étaient là, très coquette Aminata, vous disiez toujours, voilà, non, non, vas-y, va à l'école, instruis-toi, avance. Mais ce qui est terrible, c'est un moment, c'est cette tante Titaré, c'est ça, Titar, qui à un moment, en mois de vacances, pendant les vacances scolaires, demande à votre grand-mère, Aminata, bah tiens, je vais prendre la petite. Si la petite venait en ville, ça la changerait du village. Oui. Donc vous voyez, c'est cette hypocrisie-là où les gens, ils prennent leurs besoins et ils en font un service qu'ils vous rendent. Oui. C'est de l'hypocrisie sociale. C'est un peu comme les restes avec comment, en Haïti, où on prend des enfants, on dit va chez ta tante. La tante est supposée apporter un soutien ou une aide, c'est un mensonge total. C'est-à-dire que la gamine, elle vient, elle remplace la bonne. Et moi, au Sénégal, pendant toute ma jeunesse, j'ai gagné mon premier salaire, j'avais 12 ans et demi. C'était pour travailler comme domestique dans des maisons. Oui. Mais quand on travaille chez des étrangers, ils vous payent. Oui. Mais quand un membre de la famille demande à vos grands-parents de vous garder pendant l'été, vous y allez avec des rêves plein la tête. Vous pensez pouvoir découvrir des choses merveilleuses en ville. Sauf que vous arrivez et puis vous êtes condamné à la cuisine, au nettoyage, balayer, laver, obéir. Oui. Et si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, vous recevez la correction idoine. Ah oui, et elle ne se gêne pas, la tante, parce que c'est des gifles, la lèvre fendue, le nez cassé, on sent... Elle cogne. Ah oui, elle cogne vraiment. Ouais. Elle cogne et je sais, encore une fois avec ce livre, oui, les conservateurs ou comment, les chauvins, ils vont encore être choqués en disant pourquoi elle dit ça. Je le dis parce que ça existe et parce que ça existe encore. Et je le dis parce que chaque année, je vois des gamines qui quittent mon village, qui vont en ville chez des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Donc, les familles sont élargies chez nous. Donc, les gens qui cherchent ces gamines-là, ce n'est pas forcément pour les éduquer et les protéger. C'est juste pour remplacer la grande bonne qui, pendant l'été, va travailler dans son village les travaux champêtres. Et on prend ces gamines-là comme remplaçantes, non rémunérées, et puis elles sont dociles et malléables. Et voilà. Et le pire, c'est que les cousins s'y mettent aussi. Aucune pitié, tiens, va me laver ma chemise, range-moi ceci. Si vous êtes domestique, vous êtes domestique pour toute la famille. Et vous allez à Dakar, ou à Yaoundé, ou à Bamako, et bien vous verrez dans toutes les maisons, même des gens qui ne sont pas riches, qui ont des domestiques. Et parfois, la domestique n'est pas forcément une étrangère, c'est parfois quelqu'un de très proche de la famille, mais d'une branche moins nantie. On va la récupérer, puis elle est là, elle est dans une famille où les gens s'en sortent à peu près bien. Et comme la gamine vient de la campagne, elle pense que ses parents n'ont rien à faire valoir devant ses proches parents de la ville qui s'en sortent mieux économiquement, et bien la gamine, elle obéit. Parce qu'elle a peur qu'on dise à ses parents ou à ses grands-parents qu'elle n'a pas été sage. Et vos grands-parents étaient au courant justement des mauvais traitements que vous subissiez Mais vous savez, moi j'ai connu tellement de familles d'accueil que je n'aurais pas pu tout raconter. Donc déjà quand j'ai quitté le collège chez moi, je suis allée étudier dans des villes comme Foundiougne, Sokone, Mbassi, Sumbour, avant Dakar. Quand les gens parlent de moi, ils disent j'ai quitté mon village, j'ai été à Dakar. Non, avant Dakar, j'ai fait 3-4 autres villes. Avant, j'ai habité dans des familles où ce que je pouvais ressentir ou penser ne comptait pas du tout. Et quand j'en ai eu assez, je suis partie louer ma chambre. Mais n'empêche que pendant l'été ou pendant les vacances scolaires, j'allais toujours travailler quelque part. Ou alors j'obéissais à une proche connaissance des grands-parents qui venaient toujours demander à m'amener, je dirais même m'emporter comme une chose, chez elle pendant les 2-3 mois d'été. Et c'est étonnant parce que dans votre ouvrage, à un moment, il y a une trace comme ça, une sorte de droite, d'objectif, c'est gagner de l'argent, travailler, avoir des diplômes et puis après avoir chez soi, voilà, la chez liberté. Soi, la c'est liberté. Une flèche tendue. Oui, c'est ça. Et on sent qu'il n'y a pas de place pour l'amour. Et même, vous l'aviez promis à votre grand-mère. Non, 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 je te promets, c'est ça, c'est le travail et le diplôme et le travail. Oui, mais j'ai vu ma mère souffrir par l'amour. Elle a fait un bébé parce qu'elle aimait quelqu'un. On lui reproche, on l'insulte pour ça, on la maltraite pour ça. Et moi, on m'indexe. Je suis quand même censée être une erreur vivante. C'est très difficile à porter. Je suis censée être la personne qui a gâché la vie de ma mère. Moi, je ne l'ai pas gâchée. Je ne lui ai pas demandé de faire un bébé à cet âge-là. Maintenant, ce jugement fait que moi-même, j'ai eu peur de ça. J'étais sûre que je n'aurais pas de bébé avant mon mariage. C'était juste une évidence.
Pourquoi? Parce que j'avais dans ma tête la peur qu'on puisse me faire endurer encore plus de mépris. J'avais aussi peur d'avoir un enfant qui endurerait ce que moi-même j'ai subi. Et puis d'un autre côté, pour honorer mes grands-parents, pour être digne de leur amour, du respect, parce qu'ils me témoignaient du respect, c'était les seuls, je pense, à considérer que j'avais une dignité à préserver. Voilà, parce qu'ils me l'inculquaient. Et pour rester fidèle à l'estime qu'ils avaient pour moi, je me suis dit, mais attends, vierge au mariage, pas pour la religion, mais parce qu'eux, ils le veulent. Parce que eux, je les aime et que je n'ai pas envie de leur apporter, comme ils disent, un petit bâtard qui va les déshonorer une deuxième fois. Et ma grand-mère disait, je n'y survivrai pas. Elle m'aimait, mais elle était consciente des insultes, des reproches, de tout ce qu'il y avait derrière. Elle ne voulait pas revivre ça. Et comme je l'aimais, mais je ne voulais pas qu'elle puisse un jour revivre ça à cause de moi. Ça ne m'empêche pas d'aimer, hein. Attention, je suis une vraie midinette. Quand je suis amoureuse, je suis complètement capable de tout. La preuve, j'ai traversé des continents pour les beaux yeux d'un Alsacien. Oui, puisque vous êtes à Strasbourg. Mais c'était une erreur de casting, hein, soit dit en passant. Donc, avec mais non, ça... il faut regarder les bons souvenirs. Oui, on garde les beaux yeux. Alors, dans votre ouvrage, il y a aussi cette petite chanson. Vous aimez bien les chansons espagnoles parce qu'il y a Yo solo quiero caminar. Oui, et le contenu. C'est du flamenco. Et Paco de Lucia, c'est un virtuose du flamenco. Et dans ce morceau, il joue et puis il y a Pepe de Lucia qui chante. Solo quiero caminar. Et dans le texte, il dit, je veux seulement marcher. Courir comme la pluie court sur les vitres. Vous voyez, il y a une douceur de la pluie qui glisse sur les vitres. Je ne demande que ça, moi, au ciel. Je veux juste pouvoir avancer, rester droite, me tenir debout. Mais avec douceur, glisser dans la vie comme la pluie glisse sur la vitre. Je pense que c'est le souhait de tout être humain. Personne ne veut avoir un parcours accidenté, heurté, difficile. Mais ça reste une volonté, une prière, le bonheur. Mais on veut rester debout, c'est-à-dire digne, droit. Et cette chanson de Paco de Lucia, cette chanson de Pepe de Lucia, jouée donc à la guitare par Paco de Lucia, ça a accompagné toute l'écriture de ce roman et ça revient comme un refrain, comme une complainte aussi de tous les humains. Alors justement, quand vous parlez de complaintes, donc j'y vois de l'écriture et c'est marrant parce qu'il y a au moins 4 pages sur ce qu'est pour vous écrire. Oui, parce que vous dites, alors la première chose vous dites, j'écris pour tremper ma plume dans les plaies béantes et dessiner un autre monde que je voudrais plus doux. Ouais, plus doux. Voilà. Et puis vous écrivez aussi avec la voix de Martin Luther King, m'accrocher au menhir, Gandhi. Enfin, on sent qu'il y a aussi une sorte de revanche sur la vie, une sorte de cri aussi, d'appel. Enfin, il y a... Voilà. Et je vais oser vous contredire. On ne peut pas une revanche. Je n'ai jamais eu un sentiment revanchard. Quoi qu'il arrive, il y a une forme de travail presque sur le stoïcisme. J'ai beaucoup étudié les philosophes du stoïcisme. Je sais que si j'ai mal, me rouler par terre ne va pas atténuer ou aggraver la douleur. Par contre, la seule chose qui va compter, c'est comment moi, j'affronte cette douleur. Et comme il ne sert à rien de crier « j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal », eh bien moi, je vais réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour avoir moins mal. Donc si c'est quelqu'un qui me domine, qui m'écrase, qui me maltraite, je réfléchis à la voie de la liberté. Comment je vais faire pour m'en dégager? Ça devient un fardeau qu'il faut dégager. Je n'ai pas envie de cogner ou de me venger. J'ai juste envie de me soustraire à la violence de l'autre. Et c'est pour ça que je dis, je n'écris pas pour plaire ou déplaire. Oui. J'écris comme on prend son bol d'oxygène parce que cela va de soi. Donc, être maltraité ou écrasé et lutter pour se libérer, ce n'est pas un combat contre l'autre. C'est un combat pour sa liberté. Et je suis prête à tout pour cela, par contre. Mais c'est pour ma liberté, pas pour aller contre l'autre. Et plus loin dans le texte, je dis, le despote n'a que la puissance et l'autorité qu'on veut bien lui reconnaître. Car se soustraire à son emprise, c'est l'anéantir. J'ai compris ça, je n'avais même pas 14 ans. Parce que je voyais quand quelqu'un avait une autorité qui maltraitait, qu'il était exigeant, le simple fait de ne pas répondre à la personne, mais d'avoir ma volonté ferme et définitive, et ne rien dire et faire ce qu'on a à faire, la vraie puissance, elle est là. Dernière question, Fatou Diom. Il y avait aussi... alors, on a l'impression que... il y a l'oncle, le mari,
Un des oncles, tante de la tante Titare, qui lui est assez bizarre. C'est-à-dire qu'il vous a maltraité, vous a pas du tout respecté. Il disait... On ne respecte pas une bâtarde. Ouais. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous êtes une grande écrivaine, vous réussissez, mais c'est le premier à vous dire que c'est presque grâce à lui que vous en êtes à ce point-là. Et il demande de l'argent. Tu nous dois tout. Oui. Oui, on aurait pu te laisser crever à ta naissance, tu nous dois tout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une maison paternelle. Vous savez, on est en France, ici, il y a plein d'unions hors des églises, des mosquées et tout, où il y a l'union libre qui est reconnue, respectée avec les enfants qui sont légaux. Moi, je n'ai jamais été sur le livret de famille de mon père. Il a travaillé, il était salarié. Quand il avait les allocations familiales, je n'existais pas. D'ailleurs, je n'existe toujours pas sur son livret de famille. Pour ça, il m'a reconnu. Mais je n'existe pas sur son livret de famille. Et de toute façon, ce n'est pas grave, puisque je ne me sens pas vraiment son enfant. Pour moi, c'est un proche lointain. Mais c'est un proche, c'est presque un ami. Et je n'ai pas du tout ce sentiment, papa, je ne sais pas ce que cela veut dire, ce mot-là. Donc, et ça ne me manque pas, parce que je n'ai pas connu mon monde autrement. Donc, du coup, je vis bien avec. Maintenant, le tonton tyran, je l'ai fabriqué parce que j'en ai connu des comme ça. Et des visages comme ça, qui estiment que comme les grands-parents de ma famille maternelle m'ont donné tout ce que j'ai eu comme amour dans ma vie, les seuls qui m'en donné, c'était eux. Lui, il considère que je lui dois tout. Parce que c'est sa famille qui a veillé sur moi et non la famille de mon père. Et ça aussi, je ne l'ai pas choisi. Je n'ai pas du tout choisi comme mes grands-parents maternels et la fibre familiale très solide, très bienveillante pour veiller sur cette bâtarde dont personne ne voulait. C'est leur amour qui était si grand pour leur permettre de faire ça et aller contre le conformisme social. Donc moi, je peux leur vouer une reconnaissance éternelle. Mais si quelqu'un est leur fils ou leur neveu ou leur cousin ou je ne sais pas quoi, eh bien, il ne peut pas hériter de ma docilité à vie. Moi, les seuls devant lesquels je m'agenouillais, c'est mes grands-parents. Et puis aussi, vous parlez de religion. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec l'arrivée un peu plus des intégristes, des islamistes, est-ce que vous avez le sentiment que les traditions changent au Sénégal? C'est-à-dire que maintenant, la femme est moins bien respectée J'avais l'impression que vous donniez un message d'amour dans votre livre à travers les sourates, certaines sourates du Coran. Oui. Dans la sourate 3 du Coran, Al-Imran, il s'est dit que rien de ce qui est sur terre ni au ciel n'est ignoré de Dieu. Et c'est lui qui vous donne forme dans les matrices. Oui. Donc ça veut dire que c'est le Seigneur qui décrète qui va vivre ou pas et comment tu vas naître. Ce n'est pas ma responsabilité à moi. Oui. Donc si le Seigneur lui-même a jugé bon de faire exister telle vie, pourquoi des humains se permettent de la condamner et prétendre être des croyants? Mais c'est une vaste hypocrisie. Donc il y a toujours le statut. Donc on traîne des chapelets longs comme des filets dérivants. Et puis en matière de comportement humaniste, humain et sincère, mais que dalle, que du vent. Oui. Et moi, je suis très critique avec les faux dévots. Je veux dire, il suffit de lire Molière pour voir que des hypocrites, des grenouilles de bénitier qui n'en croient pas une seule seconde, enfin qui n'y croient pas, il y en a chez les musulmans, chez les catholiques, il y en a. Et la radicalisation religieuse, ce n'est pas seulement l'islam. Quand on est en Europe, on parle seulement de l'islam pour justifier une certaine forme de xénophobie. Voilà, je le dis, je le pense. Et cela, ça empêche de critiquer justement comme il faudrait le côté extrémiste. Parce que les vrais bons musulmans sont contre les extrémistes. Les vrais bons musulmans souffrent de voir le radicalisme de certains qui se disent musulmans et qui parfois ne connaissent même pas le Coran. Le tonton tyran, par exemple, il disait « sans moi, tu ne seras rien ». Et il prétend être musulman. Dans le Coran, il est dit que c'est Dieu qui donne tout. Et donc j'ai dit, mais pourquoi il n'a pas lu la sourate Luqman? Oui. La sourate Luqman, c'est la 31e sourate du Coran. Et dans la sourate Luqman, il est dit, la connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Et seul Dieu sait quand tombera la pluie salvatrice. D'accord? Et personne ne sait ce qu'il aura demain. Et nul ne sait sur quelle terre il mourra. Un bon musulman qui connaît cette sourate, il n'ose pas avoir la vanité de dire à quelqu'un « sans moi, tu ne seras rien ». Mais c'est lui qui tient le toit du ciel. Donc, et c'est très rigolo, parce que les gens, ils parlent de l'islam, et ils sont aveugles, mais comme des fonds de cuve. Donc, il faut juste leur donner le texte. Et Lux mais Alex, il faut chercher la lumière
En faire une loi, faire de la connaissance la clé de tout. Et ça pourrait rendre les gens meilleurs, plus doux, Oui. plus sobres. C'est le tonton tyran, c'est une figure, enfin c'est un archétype. On a toujours de ces despotes dans nos familles en Afrique. L'autorité sur du vide, ça ne tient pas. Si vous contrôlez quelqu'un parce que cette personne a peur de vous, le jour où elle grandit, la peur se dissipe, et bien vous devenez minable à côté. Bien sûr. Voilà. Ouais. Très bien, merci beaucoup Fatou Diom pour cette première partie d'émission. Nous allons passer à Carte sur table. Alors, cartes sur table, bien sûr, elles sont devant vous. Alors, choisissez-en une au hasard. Au milieu tout de suite. Oui. Voilà, c'est le Valet, super. Eh bien, le Valet, voilà, je voulais avoir votre avis sur les retraits français, le retrait français des troupes françaises au Mali. Je voulais savoir comment avez-vous pu interpréter voilà, cette guerre, cette participation française, cette coopération aussi africaine, tchadienne, malienne J'estime que quand la France a eu besoin de la présence africaine pour une guerre, ben, les Africains étaient là. Oui. Donc si un jour les Africains ont besoin de la France, ben, la France se doit d'être là. Ça s'appelle des échanges diplomatiques. Donc cela suppose une réciprocité. Et ben, j'étais contente de voir que cette réciprocité-là, eh ben, elle s'appliquait en l'occurrence dans le cas du Mali. Maintenant, pour le retrait des troupes, je ne sais pas, peut-être que les stratèges militaires jugent que c'est le moment opportun. Mais moi, la prière intérieure que je formule, prière païenne, mais bon, prière quand même, j'espère que c'est le bon moment et que ça ne va pas laisser le grabuge, le bazar derrière, quoi. Oui. Donc j'espère que toutes les mesures ont été prises pour que ça ne dégénère pas après le départ de la force militaire française. Voilà. Et que les Africains prouvent qu'ils sont assez responsables aussi de leur territoire et qu'ils sont à la hauteur pour tenir leur pays. Leur pays. Ouais. Une autre carte, Fatou Diom. Une autre carte. Oui, le roi. Ah, super. Eh bien, nous allons parler de votre président, Macky Sall. Depuis qu'il est au pouvoir, est-ce que, alors votre avis, depuis qu'il est au pouvoir, est-ce qu'il y a eu des grands changements est-ce que vous êtes satisfait que ce soit Macky Sall Moi, je ne le connais pas personnellement, donc je le vois à la télé comme vous, oui. Et je lis les journaux. Je me dis simplement qu'il y a un mouvement social qui l'a mené là où il est. J'espère juste qu'il y pense tous les matins. C'est tout. J'espère qu'il se souvient tous les matins du mouvement social qu'il y a eu, de tous ces Sénégalais dans la rue qui disaient « nous voulons autre chose ». Cette autre chose-là ne pouvait être que quelque chose de meilleur que ce qu'ils avaient. Maintenant, il se trouve que nous avons des pays sous-développés et vous savez, l'espérance du peuple fait qu'il y a même de la mauvaise foi. Nous demandons même ce que nous n'avons pas les moyens de nous payer. Nous le demandons. C'est ça un pays sous-développé parce qu'on veut toujours aller de l'avant. Et c'est tant mieux. Comme ça pousse tout le monde à essayer de mieux faire. Donc j'espère que le président Macky Sall ne va pas décevoir les Sénégalais. J'espère qu'il les écoute. J'espère qu'il prend aussi la peine de lire nos modestes livres et puis d'écouter tous les autres intellectuels de la diaspora parce qu'ils vont souvent au pays et qui peuvent avoir un regard extérieur. Et je sais que le pouvoir peut rendre autiste. Donc je lui souhaite de garder l'œil ouvert et l'oreille attentive pour la demande des Sénégalais. Et j'en profite pour espérer autre chose. J'espère vraiment que la ministre de la Famille au Sénégal va penser aux filles qu'on appelle filles-mères et qui souffrent et se meurent en silence et qui sont abandonnés économiquement. Et j'espère aussi que ces enfants, comme on dit les bâtards, les enfants illégitimes dont j'ai été, j'espère que ces enfants-là, on va mieux les encadrer, les aider, parce que souvent on néglige leur éducation, on les laisse dans la campagne et ils n'ont pas vraiment un avenir favorable à quoi que ce soit. Et l'hypocrisie fait qu'on n'en parle pas parce que c'est tabou. Eh bien moi je veux lever cette hypocrisie, voilà, pour dire ce que j'ai enduré. Je voudrais que d'autres nés comme moi ne l'endurent pas un jour. Une ministre de la Famille, ça doit servir à améliorer la condition sociale. Alors si elle ne peut pas changer la condition des femmes et des enfants, pour moi, elle n'aura servi à rien. Voilà. Et je m'adresse à Mme Mariama Sarr, notre ministre. Je crois que le message a été clair. Voilà, merci beaucoup pour cette partie carte sur table. Nous allons passer à coup de cœur.
Alors Fatou Diom, Le coup de cœur, c'est le livre dernièrement qui vous a ému, qui vous a bouleversé. Alors quel est ce livre que vous avez lu, que vous avez envie de faire partager aux téléspectateurs? Alors, les livres que je lis en ce moment, on me l'a donné quand j'étais au salon de Limoges. Et c'est un monsieur qui s'appelle Frédéric Deban. Il est acteur. Je ne le connaissais pas du tout, hein, mais on a participé à une rencontre ensemble. Et il a écrit un témoignage. C'est pas un roman. Il a fait son témoignage sur sa vie. Et le livre s'appelle « J'aurais voulu être l'enfant de quelqu'un ». Et moi, rien que le titre, moi, ça m'émeut. Voilà. Donc, je pense qu'il faut lire ce livre pour voir le parcours de ce monsieur, pour voir la lutte. Il a frôlé la délinquance, il a risqué sa vie, il s'est inquiété en permanence, il a connu l'angoisse en étant enfant. Et il a grandi et il a lutté pour devenir quelqu'un de bien. Et puis, il est comédien. Et il dit qu'il aime donner de l'amour aux gens, faire rêver les gens. Parce que voilà, il y a cette quête de douceur. Et il y a un mot qui m'a touchée, c'est qu'il dit aux gens, mais je suis adoptable. Donc, il ne faut pas oublier que quand on a été un enfant négligé ou abandonné par ses parents, on reste un adulte en quête d'amour. Mais pour être en quête d'amour, on n'a pas forcément besoin de manquer de parents. Je pense que la quête d'amour, c'est le lot de tout être humain. Oui. Donc, lisez ce livre et donnez plein d'amour autour de vous. Très bien, merci beaucoup Fatou Diom pour ce message de paix et d'amour. Voilà, alors je rappelle votre dernier roman, c'est Impossible de grandir aux éditions Flammarion. Voilà, merci beaucoup, revenez quand vous voulez. Merci. Merci. Voilà, merci de votre soutien indéfectible. Au revoir et à bientôt.